Bonjour à tous et bienvenue pour le 24e épisode de Rugby Confidential. Cette semaine, au programme du Top 14, et il s'est passé énormément de choses ce week-end, des choses surprenantes. On a eu l'occasion de voir Sacha Vallot de nombreuses fois à la télé aussi, on y reviendra. Bien évidemment, ensuite, petite projection sur le week-end qui arrive avec les demi-finales des coupes européennes, la Champions Cup, la grosse compétition, on va dire, qui devient intéressante depuis maintenant 1 ou 2 journées, et la Challenge Cup qui devient intéressant à partir de ce week-end, c'est-à-dire les demi-finales où les équipes se disent pourquoi pas aller chercher un titre, donc on va le jouer sérieusement. Bien évidemment, donc l'exploit de Toulon est-il possible ? Ça va être un vrai sujet aujourd'hui. Est-ce que les Toulonnais sont en mesure d'aller chercher une finale ? Et on finira par le classique, les questions YouTube, donc le moment avec les abonnés. Mais on va commencer, vous savez quoi, par une petite question. Il y a Patrick Hart qui dit comment a fait Sacha pour ne pas crever de chaud en costard noir pendant Stade Français section paloise ? J'ai crevé de chaud. Franchement, c'était piquant. Mais ça tapait, hein ? Ça tapait fort. Je pense qu'il faisait 26 degrés au soleil, tu vois. Ouais. Mais on va pas s'en plaindre. Hein. Non, c'est clair. La plupart du temps, je commande des matchs en doudoune. Là, c'est les bons moments. Mais c'est surtout les joueurs qui en ont chié, je pense. Ouais. Terrible. Les premières chaleurs, c'est toujours un peu particulier. Hein. Ouais, puis l'horaire, 14h30, c'est là où le soleil tape. Je sais qu'ils avaient eu un gros sujet au niveau de la... Tu sais, quand tu joues à 14h30, il faut manger 4 heures avant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ton repas à 10h30. C'était un gros sujet, une grosse interrogation, notamment pour les joueurs de la section. Et il faisait très chaud, donc il y a eu du rythme, ça a piqué, donc moi ça a piqué aussi, mais bon, un petit peu moins que les joueurs. Un peu moins. C'est pas pareil. C'est dur les premières chaleurs comme ça ? Ouais, t'es pas habitué à ça, et les premières elles sont dures à encaisser. Après, t'es tellement préparé que ça le fait, mais c'est vrai que les organismes ils prennent cher un peu. Comme je l'ai dit, c'est semaine de Coupe d'Europe. Le Racing n'est plus en lice en Challenge Cup. C'est quoi une semaine de Coupe d'Europe quand on n'est plus qualifié ? C'est là, par exemple, on va s'entraîner mercredi, jeudi. Donc on va faire de la haute intensité, on va s'entraîner dur pour préparer le week-end prochain, sachant qu'on joue dimanche face à La Rochelle, qui est un match décisif pour nous. Donc ça va être une semaine où on va bosser dur, on va essayer d'améliorer nos points faibles et amplifier nos points forts. Vous allez faire des côtes ? Ouais, mais j'espère que... passer à travers. Ouais, parce que j'ai une petite béquille quand même. Là. Si je peux... je sens que des côtes, c'est-à-dire des courses en côte ? C'est la 5e fois de la saison, j'ai jamais fait autant de côtes de ma vie. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être me mettre à l'athlé après. En vrai, c'est un gros travail. On se rend pas compte. C'est dur. Très dur. Les courses en côte, c'est vraiment terrible. Moi, déjà, dès qu'il n'y a pas de rugby, dès qu'il n'y a pas de ballon, ça m'ennuie. Donc, quand je me fais des côtes à 8h du matin... c'est pas ludique. J'ai l'impression que... En équipe de France à 7, on en faisait tous les vendredis des côtes. Ah, ouf. Il y a de belles côtes à Marcoussis. Ouais. Et je peux te celle dire... de Marcoussis, là, à côté du stade. Ouais, tu la connais. Elle pique un peu. Mais celles qu'on fait, elles sont pires. Ouais. Elles sont terribles. Ah, c'est à Sceaux, non ? Ouais, à Sceaux, dans le parc de Sceaux. Exactement. Ça lique les meilleures collines de Paris. C'est important pour toi, pour que tu te prépares physiquement. Moi, tu vas venir avec moi. Non, ça, c'est trop pentu pour moi. Moi, je fais de la course en côte, mais plutôt sur du plat. Je préfère faire ça. Je fais un peu d'athlé et tout. Travail d'athlé, c'est très sympa. Ouais. Enfin, un peu. C'est un beau sport. Ouais, j'essaye d'apprendre un peu à courir correctement, parce qu'en fait, au rugby, on sait pas courir la plupart du temps. Donc, ça m'aide énormément. Il y a Antoine qui nous a dit merci. Bonjour déjà. Bonjour messieurs. Merci pour vos épisodes, c'est top. Super épisode sur la santé mentale récemment. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de retours sur ça, c'était trop cool. On veut Christophe Furios dans le podcast. Un jour, pourquoi pas. En tout cas, il est le bienvenu. Ce serait trop bien d'échanger avec lui. Sinon, la question, à quoi servent tous les bandages que porte Gaël en match ? Merci et continuez. Déjà, c'est pour mes bracelets, ceux autour du poignet pour pas les casser. Parce qu'on prend tellement de coups, on s'accroche, etc. Donc, ça protège ça. Et celui que j'ai au coude, en fait, il y a quelques années à Toulouse, j'avais fait une hyper extension, exactement au coude. Et j'ai une énorme sensibilité derrière le coude. À l'entraînement, je le mets pas parce que j'ai moins de contact, etc. Mais le jour du match, je le mets parce que ça me rassure un peu, on va dire. Ouais, c'est plus mental ou ça a un vrai impact quand même ? Je pense que c'est un peu les deux, honnêtement. Ouais. C'est un peu les deux. Et maintenant, je pense que c'est devenu quand même un peu plus mental qu'autre chose parce que j'ai jamais eu mal de nouveau après ça, tu vois. Donc, je pense que c'est plus mental qu'autre chose maintenant. T'as eu des bandages ou des trucs comme ça qui t'aidaient mentalement surtout ? Ouais, mais quand j'étais jeune au Stade Toulousain, je m'étais fait mal au poignet, j'avais commencé à mettre les poignets. Ouais. Puis après, je regardais Clément Poitronneau que j'adorais, qui avait les deux. Ouais. Et j'ai fait toute ma carrière comme ça. Et j'avais pas mal au poignet, c'était plus pour le style, tu vois. Mais après, c'est marrant ce que dit Gaël, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font ça. Je pense au foot, Karim Benzema, par exemple, avec les doigts. Il a continué, ils le font souvent. Après, c'est des trucs qui peuvent te rassurer. Moi, il y a un peu de superstition là-dedans, en fait. Ouais, il y a beaucoup de ça. En fait, essaye de tout faire pour te rassurer au maximum avant un match. Donc, t'as plein de petites habitudes. Moi, j'ai toujours les mêmes, tu vois. Je mets le même sous-short, le même sous-maillot.
depuis 15 ans. Le même caleçon. Ah ouais? Ouais, je te jure. C'est vrai? Pas le même caleçon, je l'ai changé parce qu'il était troué à la fin. Moi, ma mère, elle s'en occupait, elle le rafistolait à chaque fois et tout. Je joue avec le même là, ça va faire 5 ans que j'ai le même caleçon. Enfin, pour les matchs, je mets pas. Ouais, bien sûr. Mais même caleçon, même sous short et même sous maillot. Toujours la même tradition, pied gauche avant le pied droit. Ah, Zizou. Et si, par exemple, là, demain, ton caleçon est inutilisable, ce qui peut arriver, les premiers matchs où tu vas changer, tu vas te mais en fait, je l'ai déchirer. Ouais, tu peux le déchirer. Ou alors, un accident. Mais pour l'instant, je l'ai changé qu'une fois dans ma carrière. Ok. Donc ça va. Ah ouais. Il faut le mettre dans un musée. Si tu oublies tout, ça peut te... mais j'oublie tu pas. sens que Il y ça a te des trucs perturberait. dans la vie, tu les oublies pas. Ah ouais, c'est le premier truc que tu mets dans la valise. Quand je monte dans la valise, je sais ce qu'il y a dedans. Sur ça, je suis hyper carré. Et j'ai les mêmes habitudes, au même moment, les mêmes échauffements, le même timing. J'essaie de coordonner tout ça à chaque fois. Moi, c'était les pads chauffants. Ouais, t'en mets. Même, je pouvais jouer à Dubaï sous 40 degrés, j'étais sous pads chauffants. Je sais que par exemple, que Baptiste Serin, tu regarderas Baptiste Serin. Pour le dos. Moi, c'était pour le dos, mais à la fin, j'en mettais partout. J'en mettais sur tous les fessiers, etc. J'en mettais sur le pubis. J'avais un arrachement au-dessus du pubis. Ouais. Ça fait super mal et j'ai continué à le garder. Et je sais que Baptiste, par exemple, tu regarderas Baptiste Serin, il a tout le temps sur les ischios, qui joue en été et en hiver. Donc il y a des petits trucs comme ça qui te font un peu du bien et qui t'aident. C'est incroyable ça. Tu vois, je savais pas que. Moi, j'ai jamais eu trop de trucs comme ça. Alors après, j'ai pas joué aussi haut niveau que vous du tout, mais je sais que même en amateur, il y a des mecs qui ont leur petite routine, leur petit truc. Donc c'est marrant. C'est marrant. Il y a Laurie qui nous a dit aussi dans les commentaires, super podcast comme d'habitude. Merci à toute l'équipe pour ce résultat. Donc, merci à à la production, à Alexis aussi qui travaille sur les épisodes. Petite question détente, vous mangez quoi ce soir? Ce soir, je mange avec des amis au Grand Boulevard. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la Citadelle. Salique. Et ce soir, rendez-vous à 20. Ah mince, ça sera déjà sorti. Ouais, ça doit sortir. Je t'ai pas repris, mais leak, c'est encore un terme que t'aimes bien utiliser, qui est un peu italien. technique. Leak, ça te gêne un peu? Ah non, j'ai failli dire ça te trigger. Et là, je me suis dit c'était trop spécifique pour toi. Non. Ça te gêne? Non, ça va. Leak, ça va. Non, j'aime bien. Moi, j'adore tous ces termes. Ok, ça va. Donc, je me suis dit on sait jamais. Tu vois. Vous mangez quoi? Moi à midi j'ai mangé poisson épinard. Non, t'as pas demandé à midi. Et du coup, mais en fait il m'en reste. J'en ai fait beaucoup. Du coup, moi, ce soir poisson épinard. Non, j'aime bien les deux. Pour le coup, j'ai même pas l'impression d'être à la diète. Poisson un peu grillé, là, épinard. J'aime bien aussi les épinards. Bien. Moi, je vais au resto aussi avec des amis. Enfin, Gaël et toi, t'as pas j'ai pas les moyens d'aller au resto, les gars. Mais en tout cas, profitez. Vous m'enverrez des photos de vos plats. Vous m'enverrez, c'est pas grave, les gars. On t'invitera, c'est pas le problème. Messieurs, parlons top 14. Et on va commencer par votre joueur du week-end. Ouais, qui commence? Allez, Sacha, je commence. Allez. Bautista Delgui. Moi, l'ailier de l'ASM, c'est peut-être pas lui qu'on a le plus vu, mais en tout cas, moi, j'étais en bord terrain, il m'a impressionné. On parle souvent que c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts assez obscurs, etc. J'ai adoré. 2-3 fois, par exemple, j'ai cette image, 2-3 fois, il y a eu des petits ballons poussés au pied. Je pense à Teddy Thomas, je pense à Antoine Dupont. Il était devant. Teddy Thomas, cette année, il a fait son record de vitesse au stade. C'est encore 36. Il monte encore à 36 km/h. Delgui était au duel. Pareil, il a été au duel avec Mathis Lebel. Enfin, franchement, dans l'aérien, il a posé des soucis. Il a beaucoup dézonné. Il a beaucoup aidé. Ça a vraiment été... c'est un joueur qui est sous-coté, pour le coup, je trouve. Qui a fait 2-3 clubs en France. Moi, que j'avais joué en jeune avec l'Argentine, et je le trouve vraiment très très fort. Il a des appuis, une qualité de vitesse et d'appui qui est assez impressionnante. Ouais, et pour jouer souvent contre lui, il est très dur à plaquer. Ouais. Il change au dernier moment, beaucoup de vitesse, beaucoup d'intensité, il est vraiment bon. Moi, je mettrais Baptiste Jeannot. Je trouve que c'est lui qui a relancé le match avec cet exploit qu'il fait. Et je le trouve hyper constant depuis un petit moment. Bon, il a eu des petites blessures qui l'ont ralenti, mais mentalement, tu sens que c'est solide, tu sens qu'il a énormément de qualité. Il me fait beaucoup penser à Antoine dans son jeu. Claire, et je pense qu'il s'inspire beaucoup de lui aussi. Et je pense que à moyen terme, voire court terme, il va quand même taper à la porte. Il est jeune, il a le même gabarit un petit peu qu'Antoine. C'est un petit taureau trapu, il est quand même gazé. Quand il perce, Romain Ntamak coupe son effort parce qu'il voit qu'il est rapide. Il sent le jeu, il est déjà capitaine de son équipe, de l'ASM. Très gros caractère. Très gros caractère. J'étais avec lui en Nouvelle-Zélande. Moi, c'est un mec que j'ai adoré. Une mentalité de dingue, toujours positif. Un guerrier, tout ce que j'aime, honnêtement. Il est cool, il est posé, surtout à son âge. Moi, j'ai fait une interview hier dans les vestiaires avec tous les mecs qui sont un peu derrière et tout, etc.
Et il est calme, il rigole, truc. Et je trouve qu'en termes de mentalité, ce mec-là, il a gardé un peu le truc qu'on avait un peu à l'ancienne. On se prend pas pour des anciens, mais c'est ce côté où il est déconneur, il branche, il aime bien passer des moments avec les gars, il aime bien aller au resto, il aime bien passer des bons moments, aller boire un coup, tu vois. Et je pense que ça, c'est important de le garder. Et ça aide aussi à être un leader, d'être autant investi dans un groupe. Ouais, il est hyper important pour Clermont, je pense. Et moi, je vais partir du côté de Mewty. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, j'en avais fait un où je disais que c'est pas mal, mais je le trouve pas suffisamment décisif, que ce soit qu'il n'avait pas encore assez d'impact sur le jeu de 3/4 du MHR. Et je le cite cette semaine pour dire l'inverse. Je trouve que justement, il y a de plus en plus... Cette équipe du MHR, elle est très forte devant, très dominatrice devant, mais elle prend de plus en plus d'initiatives derrière, il se passe de plus en plus de choses lui, et lui justement il représente ça, et la gestion de cette équipe, et je trouve qu'il a passé un petit cap dont le MHR avait besoin, en termes de prise d'initiative, de justesse, et ça a un gros impact sur son équipe, donc voilà, pour moi-même déjuger un avis que j'ai pu avoir il y a quelques semaines, c'est bien. Ouais. Je reviens remis en question. Ouais, et puis c'est surtout sur le coup, je trouve que contre Bordeaux, son jeu au pied, il a été un peu plus compliqué, notamment en tir au but, où je l'ai pas trouvé très bon. Mais après, c'est vrai que dans le jeu, il anime super bien. Il défend quand même. Ouais. Il défend, il s'enlève pas. Et non, c'est un très bon joueur. Il progresse bien. Hein. Il était passé par Oyonnax en Pro D2. C'est du coup demi-d'ouverture du MHR exactement. Actuellement. Ouais. Et alors, c'est intéressant. L'anecdote, c'est que Codulo ne croyait pas du tout en lui la saison dernière. Vraiment, il l'avait mis au frigo. Il y croyait pas du tout. Et petit à petit, il a énormément bossé cet été. Il est revenu avec vraiment très très performant sur la pré-saison, et tu vois, la dernière fois je discutais avec Codulo, il me dit il faut aussi se dire quand on se trompe. Je me suis complètement trompé sur lui, et il est en train de nous aider, de nous faire du bien, de porter l'équipe par moment, et ce week-end il les fait gagner quand même. Toulouse 24, Clermont 27, ça va être notre premier match dont on va aborder le sujet. Cette phrase ne veut rien dire, mais vous avez compris. Ça a été la surprise ce dimanche soir. Un stade toulousain pour cette 22e journée qui avait un nouveau maillot, etc. C'était des mots intéressants, alors très, 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 très beau. Ouais. Et des mots intéressants de Flamand à la fin qui a dit on était venu faire une soirée de gala. Un match de gala au lieu de faire un match de chien, il a dit au micro d'un mec de Canal, et en gros je sais plus le nom du mec, mais bref, mais bon intervieweur quoi. Et donc énorme entame des Toulousains, 21-0, 2 cartons pour les Clermontois. Tu te dis bon là ils vont en prendre 60, vraiment pour le coup je me suis dit la soirée va être un peu longue, et au final un 27-3 pour la SM après ça, malgré un carton orange de Crémer, et dingue. Ouais, et en plus, Clermont a pris des cartons. Ça veut dire que, honnêtement, moi, dès l'entame, j'ai senti, ils marquent très vite, etc. Mais je sentais qu'ils n'étaient pas non plus à plein régime. Et très vite, Clermont marque. Deuxième essai de Baptiste Genot. Et là, je me suis dit, aïe, ça sent pas bon. Et petit à petit, ils sont rentrés dans le match. Ils gagnent leur duel, très bon en défense. Et Toulouse a été trop approximatif, trop de ballons perdus, trop de turnovers concédés, et ça les a tués. Et ça a pensé quoi depuis le stade, même l'énergie des gens et tout, ça devait être particulier, parce que 21-0, en vrai, la plupart du temps, quand t'es contre Toulouse, là-bas, tu prends 21-0 en 12 minutes, les mecs, ils lâchent. C'est rideau. Les mecs, ils lâchent, mais là, ils n'ont pas lâché. Franchement, c'était trop bizarre, l'atmosphère, elle était hyper particulière. Moi, je suis pur toulousain, le stadium, pour moi, c'est un stade de rêve. Je trouve qu'il n'a pas joué son rôle non plus. Le stade s'est un petit peu endormi aussi avec cette entame de fou, tu l'as dit, 21-0 en 11 minutes. Et puis petit à petit, presque plus rien, des cartons, ça a joué un petit peu peut-être facile, tu vois. Et au contraire, cette équipe de Clermont, elle a rien lâché. Moi, j'ai pas vu beaucoup de fois le Stade Toulousain marquer seulement 3 points en 69-70 minutes. Ouais. C'est bien la force offensive qu'ils ont, quoi. Mais surtout avec l'équipe, tu vois, c'est pas l'équipe quand c'est la période de doublon, c'est la grosse équipe, c'est au stadium, donc c'est toujours un match particulier. C'était la 100e d'un de leurs coéquipiers, ils avaient un maillot magnifique. Il y avait un vrai truc, tu vois. Donc, c'est la 100e de Graou. De Paul Graou, exactement. Mais ce qu'a fait Clermont, c'est dingue. Et moi, je trouve ça magnifique. Aucun adversaire du Stade Toulousain n'avait pris un point chez eux. Même pas un point, même pas un bonus, etc. Ils sont venus avec leur meilleure équipe. Tu vois, ils sont venus sans la peur de péter des mecs sur la fin de saison en se disant on va faire un peu tourner. Tu vois, Urios, il avait vraiment allé chercher un match référence, et j'ai trouvé ça fou.
Référence surtout, je dirais, défensivement, parce que c'est là où... parce qu'offensivement, ils ont eu du déchet, ils ont fait énormément de déchets. Mais des deux côtés, il y a eu énormément de déchets. On parlait des premières chaleurs, peut-être que c'est aussi ça qui a eu un impact, même si je sais pas quelle température il y avait au stade. Non, ça allait. Ouais. Mais c'est défensivement, en fait, t'avais aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Et en plus ça, tu dominais pas trop tes collisions côté toulousain, alors que bon, t'as quand même des mecs solides qui te permettent de resserrer un peu les défenses. Là, les mecs resserraient pas les défenses. Et en face, ça mettait des carreaux, quoi. En termes de mentalité, ils ont été impressionnants. Ils se sont pas lâchés, 21-0, comme il disait, c'est compliqué quand même. À Toulouse, au Stadium, t'as vite tendance à lâcher. Là, ils se sont resserrés, au contraire. Derrière, ils prennent un carton orange. Ils se disent, putain, on va en prendre encore 20 de plus, tu vois. Et finalement, ça les a sublimés. Donc, comme quoi, des fois, prendre des cartons, ça aide. Pas tout le temps, mais des fois, ça peut aider. Et puis l'engagement, je trouve que, tu vois, je parle de collision, de gain de la ligne d'avantage, tout ça. Ils y allaient comme des fous, les timings de soutien étaient très bons. Les Clermontois, devant, c'est très costaud. Ils ont une bonne conquête, ils ont une bonne touche. Derrière, ils ont quelques facteurs X et franchement, ils sont dangereux. Ils vont être dangereux jusqu'au bout. Pour vous, c'est Clermont qui l'a gagné ou c'est Toulouse qui l'a perdu ce match ? Pour moi, c'est dur de dire que c'est Toulouse qui l'a perdu. Je pense que Clermont l'ont provoqué. Après, Toulouse n'a pas été à son niveau, ça c'est certain. Par contre, les prochaines équipes qui vont les prendre, ça va être compliqué. Ouais, là c'est sûr que maintenant tu vas jouer à Toulouse qui va déjà qu'ils passent des semaines en ce moment qui sont piquantes depuis l'élimination. Mais moi j'ai un petit peu ce doute parce que quand tu mènes 21-0, quand tu joues, ils ont été en double supériorité numérique. Ils avaient quand même un Willis qui a fait son match, qui a gratté des ballons importants. Tout le temps, j'ai envie de dire. Tu vois, ils ont trouvé de l'avancée. Mais Afou, il a quand même été dominant aussi sur certains contacts. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils se sont noyés, ils se sont endormis dans cette atmosphère qui était devenue... C'était presque à un moment donné cimetière, tu sais, il n'y avait pas trop de bruit. Enfin, déjà, il y a un truc, moi, qui m'énerve. C'est un autre sujet, mais c'est les DJ dans les stades. Ouais. Et en fait, t'as pas envie de crier si t'as déjà de la musique à fond dans les oreilles. Ça. Moi, j'ai la culture. J'allais à Toulouse quand j'étais petit voir les matchs. T'entendais Toulousain. Tu te rappelles ça? Toulousain, ça poussait. Là, dès qu'il y a un petit temps mort, ça balance la musique, les yeux d'Émilie, le truc. Donc, en fait, le public joue pas son rôle. Je trouve que le public s'endort. Et tu vois, hier, pour moi, il a pas pu. Je dis pas qu'il l'a pas fait, mais il a pas pu jouer son 16e homme, tu vois. Et je trouve que les Toulousains, ça les aurait aidés d'avoir un public qui pousse, qui les relance. Et il y avait une atmosphère, je te dis, vraiment particulière. Ouais. Donc pour toi, les Toulousains ont perdu ce match? Non, parce que j'ai pas non plus envie d'enlever ce qu'on fait Clermont, hein, parce que Clermont, Toulouse leur a rien donné. Hein. Ils ont une balle de match à la fin, ils la défendent. Le ballon porté qui te défend à la fin. Tu vois, ils te traversent. Ils se le pèlent. Donc j'ai pas envie de dire ça, mais j'ai trouvé que les Toulousains avaient quand même la main mise rapidement et qu'ils se sont perdus les chèvres un petit peu. Très belle phrase. Perdu les chèvres. Ouais, j'attendais voir si tu voulais conclure sur cette expression-là. T'aimes pas, toi, ça? Si, j'aime bien. Mais je suis en train d'apprécier cette phrase. Tu l'utilises parfois? Jamais, pas du tout. C'est la première fois que je l'entends pour... Ah ouais? Toi, tu l'as déjà entendu? Ouais, j'ai déjà entendu. pas des masses non plus. Pas non plus. C'est la deuxième fois, peut-être. Ça m'est déjà J'aimerais bien que tu l'utilises un petit peu plus, peut-être. Mais écoute, je vais la noter dans mon petit bloc-notes. Je me dis, ça, c'est les expressions de Sacha, faut que je les reprenne. Gaël, t'avais gagné à Toulouse, d'ailleurs, avec le Racing l'année dernière, dans un contexte un peu similaire. T'avais marqué un essai. Félicitations. Plus d'un an après. Mais on a senti aussi, je pense que tu l'as vu au micro quand t'étais avec les joueurs, beaucoup d'émotions côté Clermont. Dingue. Thomasette, il fait une interview, il a les larmes aux yeux. Tu sens que venir gagner à Toulouse face à tous ces internationaux, ça marque quand même une carrière, tu vois. C'était pareil pour toi, beaucoup d'émotions aussi côté Racing, justement? Non, c'était ça ma question. Honnêtement, non. On était très contents parce que c'est jamais simple. Il y a très peu d'équipes qui gagnent Toulouse chez eux. Donc forcément, t'es très heureux. Après, de là à pleurer, on joue au rugby, quoi. Enfin, oui, bien sûr. Mais il y en a, on n'a pas le même parcours. Chacun a son histoire. On parlait du rapport émotionnel au rugby. Ça faisait 12 ans que Clermont n'avait pas gagné à Toulouse. C'est déjà énorme, ça. Il a dû avoir une pression toute la semaine. En plus, sur les réseaux, sur les trucs, tout le monde disait qu'ils allaient prendre une tôle, etc. Donc, je pense que ça les a motivés. Le scénario aussi, tu vois. Et le scénario, il est beau. Donc, je pense que c'est beau à voir. Après, c'est des belles images, hein, mais c'est sûr que moi, j'ai un peu moins d'émotion, on va dire. Ouais, et puis toi, t'avais déjà joué à Toulouse. Tu vois, c'est aussi un peu différent. C'est pas mon premier match. Avant de passer sur les prochains matchs, il y a Christophe Furios qui avait dit justement qu'il voulait ne pas faire tourner, mettre plutôt une grosse équipe pour se déplacer à Toulouse. Ça a été un pari gagnant. Avant de continuer juste vite fait sur cette parenthèse ASM, le MHR a fait un peu pareil en déplaçant une belle équipe du côté de Bordeaux. C'est des choses qu'on n'a pas trop vues cette saison.
Est-ce que se déplacer avec une grosse équipe, c'est finalement pas un si mauvais plan? Ah, mais c'est sûr et certain. Hein. Nous, de toute façon, à chaque fois qu'on va à l'extérieur, on se déplace avec la grosse équipe. On Racing, a perdu contre Pau, mais on a mis la meilleure équipe possible de la semaine, tu vois. Après, vous avez quand même un gros, un bel effectif aussi, tu vois. Ouais. Bien sûr, et surtout, on n'a plus la Coupe d'Europe, donc on peut se permettre de jouer les matchs à 100%. Quoi. T'as des équipes qui peuvent un peu moins se le permettre. C'est vrai que vous avez quand même, tu vois, quand je vois que contre le Stade Français, vous avez laissé Ravou Tomada, qui a été énorme ce week-end. T'as des équipes comme Clermont, quand t'as des blessés et tout. Mais après, moi, je trouve ça génial pour tout, en fait. Un dimanche soir, tête d'affiche, enfin... C'est hyper important d'envoyer des beaux messages. Ouais, c'est clair. Puis même pour les gens qui regardent, tu vois, un match à 21h le dimanche, c'est toujours un petit événement, mais pour pas que les gens aillent se coucher. Enfin, moi, je trouve ça toujours bien, moi, quand t'as une équipe qui joue le jeu à fond, qui tente de faire un exploit, ça marque, en fait. C'est des matchs qui restent, tu vois. Ouais. Complètement. Et puis là, c'est victoire fondatrice de l'ASM pour cette fin de saison. Ouais. Ça intègre le top 6, ça devient un sérieux concurrent au Racing 92. C'est un très gros concurrent. Mais je trouve qu'ils sont inconstants. En dents de scie, ouais. Ils peuvent prendre 60 points contre le Stade Français, non? Encore une c'est l'expression. J'ai glissé en dents de scie, perdu l'échelle. Non, mais je trouve qu'ils sont en dents de scie. Et je pense que ce match va leur faire du bien. Ouais. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour nous parce qu'on doit les jouer bientôt, mais et que c'est un concurrent direct. Mais en tout cas... par rapport au Stade Français, vous avez monté une image quand même très compliquée où en 20 minutes, ils prennent je sais pas combien d'essais. Là, quand même, ça a été très costaud. Beaucoup d'équipes qui ont dû tirer la gueule hier quand ils ont vu que... nous, les premiers, on était 6e. Là, ça relance tout le truc pour les 6e places et tout. C'est vrai. Mais justement, Racing, Montauban 10, Racing 92, 59. Tu as joué ce week-end. Racing aussi, donc de retour dans les 6. Mais c'était jusqu'à dimanche soir, justement, cette fameuse victoire de Clermont. Désormais, vous êtes 7e à égalité avec les Bordelais. On reviendra aussi sur les Bordelais, bien sûr, un peu plus tard. C'était la 50e de Tuisova qui a battu 11 défenseurs. Ça doit être dingue de jouer avec un mec comme ça. On a même eu un cul à moi. Ouais. J'ai vu ça. On avait un lancement. Et il y en a un qui s'est oublié sur le lancement. Moi, je vais pas dire son nom, ça sert à rien. Et du coup, il a dû partir en travers. Et vu qu'il a mis un rafus, ça l'a déporté sur moi. Je l'ai vu arriver, j'ai essayé de me décaler, je me suis pris un peu les pieds, il est arrivé, j'ai pris un coup par... Alors ça secoue ? En vrai, non, parce que j'ai essayé de me décaler et il n'y avait pas l'ego de quand t'es en défense. Tu vois. Là, c'est mon coéquipier, donc bon, ça passe un peu plus. Mais joueur spécial quand même. C'est un joueur incroyable. Et surtout sur la longévité, parce qu'il a quand même un jeu très direct. Et ça fait... on a commencé presque en même temps. Je crois que j'ai commencé 1 an ou 2 avant lui. Et honnêtement, il a une constance quand même qui est assez exceptionnelle parce qu'il en prend des coups. Et des percussions, il en met. Donc, il n'a pas un jeu qui l'épargne. C'est très direct comme jeu. Il attaque fort, il attaque fort, etc. Donc, honnêtement, chapeau à lui. Et très bon gars en plus, super mentalité. Donc, au quotidien, il est comment, justement Très discret. Très, très discret et très gentil. Heureusement qu'il est gentil parce que sinon, il était méchant en plus. J'imagine. Et il est vraiment gentil, il a toujours le sourire, très, très calme, très discret, très dans son coin, mais... super mec. En plus, c'est un joueur qui a vécu des choses particulières à la Coupe du Monde. Donc, il a eu de grosses blessures, bien sûr, mais c'est presque secondaire parce que perdre de son fils aussi, lorsqu'il était à la Coupe du Monde, ça a été un vrai gros sujet. Ça, quand tu es coéquipier de ce joueur-là, tu sens que ça a eu un impact ou pareil, c'est un truc qu'il garde ce genre de choses pour lui? Je pense qu'il intériorise beaucoup, il parle pas trop, il montre pas trop ses émotions, il est quand même très discret. C'est un peu les Fidjiens qui sont comme ça en général. Il y en a qui sont un peu plus extravertis, mais quand même, ils montrent pas trop leur faiblesse. Mais il l'a pas montré, honnêtement, il montre rien. Il y a Théo qui a dit « Bonjour les gars, j'ai une question sur les paires de centre. Comment expliquer qu'il y a 10 ans, les équipes avaient tendance à aligner un 12 plus joueur manipulateurs de balles et un gros 13, alors que maintenant on a tendance à inverser et mettre un 12 percutant et un 13 qui est limite un hybride ailier-centre. En disant ça, je pense à la paire de centre Fofana-Bastaro il y a 10 ans et à une paire de centre Danti-Ficou plus actuelle ou Tuisova-Ficou. En tout cas, super podcast. On se régale à vous écouter et à vous regarder. Merci beaucoup. C'est très gentil déjà. Et voilà. Bonne question. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité par rapport à ça. Je sais pas ce que t'en penses. Là, maintenant, des fois, on se formate à dire on veut un 12 un peu plus costaud. Ça dépend le jeu que t'as. C'est tout. Pour moi, c'est ça la clé. Si t'as un jeu où tu vas aérer le jeu, jouer sur les extérieurs, Toulouse n'a pas forcément un centre monstrueux, tu vois, par exemple, comme peut avoir Bordeaux, ou nous, Josh Tuisova, tu vois, toutes ces équipes-là, Tani Billy avec le Stade Français qui est très costaud, La Rochelle avec Danti à l'époque, même si là il est blessé en ce moment. Et moi, je trouve que ça dépend. Ça peut être
Si tu veux aérer ton jeu, que tu veux jouer sur les extérieurs, il faut avoir des mecs qui courent, qui se déplacent, qui organisent. Et si tu veux un jeu un peu plus frontal, comme nous, on peut l'avoir au Racing, c'est sûr que mettre Josh Tuisova, ça peut t'aider, quoi. Ouais, bien sûr. Mais des Donc fois, ça même, dépend vachement de ton jeu. Même le Racing peut faire des paires de centres avec aussi Abossi sur le Là, poste c'est de quand 13. on veut vraiment pas trop écarter, qu'on veut qu'on Là, ça va casser un peu tabasser la ligne. Ouais. Là, tu sais très bien que tu vas pas trop écarter. La structure, elle va être moins bien faite, mais par contre, en termes de duel, tu vas être impactant, quoi. Moi, je trouve que ça évolue un petit peu. C'est un peu comme la mode, tu sais, à un moment donné, on avait du coup ce truc de dire le numéro 12, c'est un petit peu un deuxième numéro 10 qui va plus dicter le jeu, etc. Après, ça a un petit peu changé, notamment avec les gros profils 12. On s'est dit, on veut un fer de lance, on veut un mec qui gagne la ligne d'avantage pour jouer derrière avec un numéro 13 plus rapide. Et maintenant, je trouve que ça dépend encore. L'évolution des jeunes joueurs qui arrivent, tu vois, ils sont encore plus complets qu'avant. Ouais. Avant, t'étais soit, par exemple, très perforant, t'étais pas technique. Ou c'est un Broboiry, en fait. Tu l'étais peu, ouais. Qui est très polyvalent, en fait. Ouais, qui peut tout faire. La paire de centre du Stade Toulousain ce week-end. Ouais. C'était Coste, Gourgue, et après, ça a pu changer. C'était Théi Thomas qui pouvait passer 13. Le rugby, il a un petit peu évolué. Maintenant, on est sur des joueurs qui savent quand même tout faire, qui sont tous mieux développés aussi physiquement, qui sont capables, même si t'es plus sec, d'être quand même robuste. Ouais. Tu vois, je trouve qu'il y a eu une évolution sur ce truc-là, mais c'est un truc qui, pour moi, peut encore changer dans 5-10 ans, tu vois. Qui va sûrement changer. Ouais, qui va sûrement changer. On évolue avec des idées que certains de mecs apportent, et puis on se dit, ah, bah, tiens, c'est pas mal, et puis tout le monde prend un peu la même ligne directrice. C'est comme l'arrivée des ailiers très aériens. Ouais, avant, c'était des petits ailiers de poche, on en parlait sur après, le c'était des monstres. Ça évolue tout le temps, en fait. Et je pense que vu qu'on tend à avoir des temps de jeu énormes, etc., ben, tu auras des mecs qui seront très fit et qui courront un peu à la Emilien Gaëton, qui fait moins de différence sur des contacts, sur des duels, mais par contre qui courent et qui répètent les efforts, quoi. Après, moi, j'ai l'impression que sur les gabarits, maintenant, tous les jeunes joueurs sont plus grands, plus costauds, etc. Ouais. À l'époque, moi, je me rappelle, quand on faisait un 90... Non, mais tu sais, on disait, t'es énorme, t'es immense. Aujourd'hui, tu regardes des centres, ils font un 95, un 93, ils vont à 10 000... Tu vois, ça, c'est une vraie évolution qu'on a. Les nouvelles générations sont de plus en plus grandes, de plus en plus rapides. Et je pense qu'on va surtout tendre, moi, aujourd'hui, vers un rugby où, tu vois, aujourd'hui, tu vois des 10 d'un 93 qui sont très grands. On va plus être sur des gros profils. Tu auras toujours de la place pour des petits profils qui seront appui de poche, des Colby, des Ferté, tu vois, des trucs comme ça. Mais je trouve qu'on tend quand même vers des joueurs de plus en plus costauds. Parfois, tu vois pas la différence entre un troisième ligne. Tu vois, tu regardes un Gégou, tu regardes un Deporter, tu vas te dire qui est qui. Ouais, bien sûr. Ouais, surtout Nico, il est grand, 95, il fait. Et Gégou, très mince quand même, son profil. 90 kilos. Quand je te regarde, je dirais pas que t'es numéro 10, tu vois. Je suis plus au centre, en fait. C'est le mec avec le bon talon. Ça va, 10 quand même. Je dis que je peux avoir le physique d'un 10 quand même. Ah oui, largement. Lève-toi pour voir. Le mec qui se met torse nu sur le podcast. Alors. Eh ben, n'hésitez pas à regarder. Si vous êtes sur Spotify, vous mettez la vidéo. Juste une petite question. Moi, je voulais revenir sur un petit truc. Tu me permets ? Oui, bien sûr. Sur Gaël, c'était intéressant d'avoir son ressenti. J'avais envie de savoir, lui qui a joué Montauban, est-ce que tu avais trouvé une équipe qui avait lâché, tu vois, c'est dur. Qui est plus du tout. C'était quoi ton ressenti lâché, non, mais tu sens que c'est une équipe qui est au bout du rouleau. Malheureusement, quand t'enchaînes les défaites comme ça toute la saison, c'est dur à vivre, je pense. Et je le vois, les mecs à la fin du match, ils en peuvent plus. Et tu dis, on a hâte de repartir. Et je pense que c'est une belle expérience pour eux, mais là, ils commencent à... Ouais, c'est dur. Là, ils commencent à en avoir marre. Il y a des actions où tu regardes, tu dis... Mais ouais, parce que vous avez fait une grosse entame, vous avez marqué rapidement, et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que ça s'ouvrait, mais vraiment... Ouais, non, mais ouais, et tu sens qu'ils font moins les efforts. Tu sais, quand t'es fatigué, l'usure mentale, bah, tu lâches intérieur. Tu fais plein de petites erreurs mais tu sens que, ouais, pas ils ont lâché, parce qu'ils lâchent pas, les mecs. Mais tu sens que si tu fais 20 minutes sérieuses, derrière, c'est... Pas d'accord. Moi, en fait, je trouve que alors, il n'y a pas de chance de se maintenir pour Montauban. Moi, je trouve qu'ils ont lâché tôt cette saison. Rapidement, on a vu ces attitudes-là, tu vois. Le rythme, il est trop intense, oui, il te le dit. Il y a des actions où tu loupes 10 plaquages. Ouais, mais parce que. Mais je sais que c'est dur, hein, Raoult Aoumadin. Il a dit, Tuesboard, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer en top 14. Ouais. Peut-être, aussi. Et ça y joue. Ils étaient pas prêts à monter en top 14. Ouais, mais ça c'est sûr. Non. Ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je suis peut-être trop habitué aux courses pour le maintien de Brive qui se battaient le couteau entre les dents quand je regardais les matchs. Après il y avait plus de choses pour bien sûr. Il y avait plus de profondeur, c'était plus costaud sur les basiques notamment. Ouais, mais là c'est dur, il y a rien. Je crois. Ouais, c'était des mecs déjà signés pour continuer en Pro D2. Bien sûr. Ouais, t'as pas eu le temps de faire la transi. Ouais, c'est compliqué.
Allez, on continue quand même sur le top 14. Perpignan-La Rochelle, victoire rochelaise en terre catalane. Elle est très importante aussi pour la course au top 6 pour les Rochelais. C'est pour ça que je disais que c'était passé beaucoup de choses ce week-end. Il y a un joueur qui a porté un petit peu cette équipe et qui a fait beaucoup parler. C'est Nolan Le Garec, demi-mêlée, international. 4 essais sur ces 2 matchs, sur ces 2 derniers matchs. Et il marque aussi la pénalité de la gagne. Ouais. Le winner face à l'USAP, ça a été un sacré match. Ouais, bah c'est surtout que c'est pas facile parce que Perpignan petit à petit se rapproche du coup près qui va être le barrage, l'access. Donc Perpignan joue vraiment ses matchs à fond, encore plus quand elle les joue à domicile. Donc c'était vraiment pas facile pour La Rochelle, mais en même temps c'était une victoire c'était nécessaire s'ils voulaient continuer d'y croire. Nolan, comme la semaine dernière, il est en train de d'hausser son niveau, il a moins de pépins physiques, il porte son équipe elle retrouve aussi de l'énergie, elle se remet à y croire, et quand t'es demi de mêlée, c'est important, tu vois, il y a une bonne dynamique qui est en train d'être insufflée. Moi, je l'ai côtoyé, j'ai jamais joué avec lui, mais je l'ai beaucoup vu quand j'étais à Vannes. Ce qui m'impressionne. T'as fait un devis le pro avec lui aussi. Ouais, exactement, avec toi, c'est vrai. Tu fais de la pub, c'est super. Non, c'est juste que t'as tourné avec, c'est tout. C'est vrai. Mais non, c'est un mec qui, sur ses semaines off, venait à Vannes, et pas pour aller à la plage au golfe du Morbihan. Il venait s'entraîner avec son père, qui est entraîneur d'esquilles à Vannes, qui s'astreint à vraiment de grosses routines, qui bosse beaucoup, qui est un énorme bosseur, qui veut clairement accrocher le wagon de la Coupe du Monde. Ouais. Sur un poste où on a beaucoup de top joueurs et qui va tout donner jusqu'à cette date-là. Donc, Ronan O'Gara, il a dit c'est un match winner avec un remarquable état d'esprit de compétiteur le lundi ou le samedi, qu'il y ait 18 000 spectateurs ou que tu sois au Stade de France, il a la même mentalité. Il fait les choses comme il l'entend. C'est ce qui fait la différence entre un grand et un très grand joueur. Je suis très content de lui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand il n'était pas là, ça a été une période difficile. Il m'apporte beaucoup de sérénité. Quand tu as quelqu'un comme lui dans le vestiaire, tout est possible. Déjà, sacrée déclaration quand même, venant d'un Ronan O'Gara. Gaël, t'as joué avec lui au Racing. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Non, mais c'est un mec qui a un état d'esprit, qui a beaucoup d'ambition. Il sait qu'il y a une concurrence acharnée, donc il est obligé de se sublimer pour espérer rentrer dans ce groupe-là. Il n'est pas dupe, hein. Bordeaux est champion d'Europe avec un Lucu qui marche sur l'eau. Antoine Dupont, on n'en parle même pas. Baptiste Sorin qui est le big boss à Toulon. Donc il y a une grosse concurrence. Et il le sait, s'il fait des performances comme ça, il retrouvera l'équipe de France. Donc il se sublime, il bosse dur et il a une super attitude. Donc à part ses célébrations que je trouve catastrophiques. Mais je sais pourquoi il a fait ça, parce que l'année dernière, on avait pris des pièces, on avait perdu à la dernière minute face à Perpignan et je crois que tout le monde l'avait chambré, l'avait insulté, etc. Donc, parce qu'il y a eu une petite simulation. Et cette année, c'était pareil. Cette année, il y a eu un petit truc avec le public de... Le public de l'USAP, là. Ça a un peu sifflé dans le stade et tout. Mais c'est un sacré joueur. Après, il n'y a rien à dire. Un état d'esprit remarquable. Il a tout. Il a le pied, il a l'intelligence, il a la niaque, il a l'œil du tigre. Pour moi, ce mec, il a un truc de spécial. Moi, je me rappelle, je l'avais vu après un match à Saint-Seb. Ils avaient perdu avec La Rochelle, ils avaient pété des mecs, etc. Et on s'était retrouvés vraiment demi-heure après la fin du coup de sifflet final. Il était encore en tenue, etc. Et il me posait la question, il me dit, pour toi, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Tu vois, il était déjà en quête de savoir pourquoi le plan n'avait pas réussi, sur quoi il me demandait, mais tu crois qu'on aurait dû faire ça comme ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi ton avis ? Tu vois, c'est un mec qui est tout le temps dans la recherche de comprendre pourquoi ça s'est pas bien passé, qu'est-ce qu'il peut améliorer, qu'est-ce qu'il doit impulser pour que son équipe trouve des solutions. Ça, c'est une mentalité quand même, tu vois. T'as pas tous les joueurs qui font ça. C'est clair. Et de se questionner instantanément, c'est qu'il y a de la passion aussi. Exactement. Ouais. Il est passionné. Il est passionné de ça et surtout il a vraiment une mentalité irréprochable. C'est un winner. Il veut pas perdre. Continuons, messieurs. Bordeaux 21, Montpellier 23. Encore une des surprises du week-end. Fin de match de dingue avec un très très gros coup de Montpellier qui est venu s'imposer à Bordeaux avec une pénalité en toute fin de match de Domingo Miotti. Ce qui est assez intéressant, c'est ce MHR, on en parlait, très costaud, qui avance presque en silence. De nous trois, j'étais le seul à les avoir annoncés dans les 6. Non, mais c'est vrai, ils sont assez surprenants. Ouais. Honnêtement, et comme je te le dis, j'en reparle encore une fois, mais Doumerou, je vois le boulot qu'il a là-bas, c'est énorme, parce qu'il gagne sur quoi ? Ballon porté, mêlée et défense. Parce qu'il joue pas très bien.
Ils déplacent le ballon, ils tentent des trucs, mais ils sont approximatifs sur certains points. Ouais, et par contre, ils ont une défense de fer en mêlée. C'est la meilleure mêlée du championnat. Et en touche, c'est très fort. Vera qui fait encore un match dans l'intensité qui est exceptionnel. Il est vraiment au-dessus en ce moment. Et je trouve que stratégiquement, ils sont malins en plus, tu vois. Ils ont compris qu'il fallait un petit peu hacher le jeu face à Bordeaux. Justement, j'ai de la data donnée par Alexis. Manager de l'UBB, Yannick Bru, parle d'un temps de jeu effectif de 27 minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait eu 45 minutes entre l'UBB et le Stade Toulousain. C'est aussi l'une des manières de contrôler cette équipe de Bordeaux. C'est et sa ligne de 3 quarts. Et sa ligne de 3 quarts. Et Mathieu Jalibert, etc. Gagner du temps. Tu sais, de toujours, toi, t'as envie d'accélérer, mais tu peux pas. Parce que te ralentissent tout dans le rythme. Il y a toujours un mec qui met le pied au sol. T'as toujours les mecs qui arrivent en marchant. Tous les coups d'envoi, ils y arrivent à 2 à l'heure. Et ils gèrent le tempo. Ils gèrent tout le temps le tempo. Ils savent qu'ils ont des joueurs très massifs. Dans ce qu'ils ont envie. Donc ils t'enferment dans un jeu qui va pas au Bordelais. Parce qu'ils veulent aller vite. Stratégiquement, c'est malin. Carrément. C'est très malin de faire ça, de jouer avec ses forces. Tu vois, il y a une vraie... tu parlais de Doumerou, Gaël. Codulo, aujourd'hui, je trouve qu'il a une vraie analyse, tu vois, il y a une vraie expertise. Faut pas non plus oublier qu'il y a Bernard Laporte qui est aussi dans l'écosystème, tu vois, qui a quand même une expérience. Moi, je trouve que c'est une équipe qui va pas être bonne à prendre en phase finale. Codulo qui avait pas mal d'émotions à la fin du match. Ouais, il a de l'émotion parce que c'est un mec qui est très humain, en tout cas des retours que j'ai, qui donne beaucoup, qui est hyper honnête, qui est hyper sincère. Et quand tu réussis à faire un plan, tu vas battre le champion d'Europe qui a sorti le Stade Toulousain, qui doit absolument gagner, qui met sa grosse équipe. Ça veut pas dire rien, tu vois. Ça va le marquer dans sa carrière. C'est un moment important pour Montpellier. Et je te le redis, mais attention que Montpellier, je l'avais pas dit au début. Mais t'as raison, Montpellier peut créer la surprise et je pense que ça peut être un petit peu, tu sais, le castre des anciennes années que tu prends en phase finale. Exactement. Et je trouve qu'ils ont les armes pour contrer des sections paloises, pour contrer des équipes comme même le Stade Toulousain, où tu casses ce rythme, tu les enfermes sur tes forces, sur les ballons portés, sur la mêlée. Quand t'écartes un peu, t'as des mecs qui sont très forts aussi, avec Agnanou et compagnie, capables de breaker, très dangereux. Franchement, ce MHR, même s'ils se déplacent, imaginons en barrage ou quoi. En fait, ils ont le couteau entre les dents. Là, c'est dur. Hein. Si tu veux, ils sont allés gagner à Clermont. Enfin, c'est vraiment une équipe qui n'a rien à perdre. Personne ne les attendait outsider. Enfin, personne ne les attendait comme étant possiblement champions cette année. Ils sont prêts à refaire le coup de 2022. Bien sûr, ils sont prêts à tout. Ils peuvent refaire le coup de 2022 au week-end, justement, avec aussi une grosse défense et ils sortent l'UBB en barrage. Ils savent se déplacer sur ces terrains-là. Stade français 34, section paloise, 32. Match de dingue. Déjà, la section commence sur les chapeaux de roue avec un gros rythme. Derrière, ça retombe un peu. Le Stade français, on pense qu'ils reviennent, mais finalement non, malgré des 2 cartons côté section assez rapidement. Il y a un moment, ils sont à 13 et c'est la section qui marque 6 points. Ouais. Ça, c'est assez dingue aussi. Ça en dit long sur cette équipe, à quel point elle est intéressante. Et donc, Sacha, on le disait tout à l'heure, t'étais sur place. Le match bascule aussi à la fin avec 10 points sur les 10 dernières minutes pour le stade français, pardon, et qui renverse la section paloise à toute fin sur une pénalité. Ouais, du stade, ça devait être fou. C'était un scénario dingue. C'est vrai qu'il y a eu une ambiance, tu vois, pour le coup, l'ambiance à Jean-Bouin, elle était exceptionnelle. C'était gigantesque, il faisait beau, il y avait du monde. Et puis, ce scénario un petit peu dingue, la section qui a eu des blessés, mais qui a quand même continué à jouer, j'étais impressionné. Blessés Atisobé, Gorgadze. Ils ont Radou qui a été un peu blessé. Ils ont Robson aussi, mais ils sont restés, ils ont serré les dents. Enfin, ils étaient vraiment venus pour faire un gros match. Ils avaient bossé toute la semaine. Et c'est dur, mais je trouve que la section a montré un super état d'esprit. Qu'est-ce qui leur a manqué ? C'est pas évident. Qu'est-ce qui leur a manqué ? Ils ont eu trop d'indiscipline pour moi sur la fin. Ils sont devant, ils retapent un coup d'envoi, ils sont encore devant, ils se font pénaliser. Je crois qu'ils avaient beaucoup donné, tu vois. Ces cartons. En fait, à 13, tu lâches de l'énergie aussi. Même si tu marques des points, tu restes devant, tu fais plus d'efforts, c'est très dur en fin de match. Et je pense qu'ils ont bien géré le tempo aussi, le Stade français. Ouais, c'est une équipe qui joue un peu comme Montpellier, très fort sur les basiques, mais les conquêtes et la défense. Là, tu le sens, cet aspect énergie, même si ça se passe bien pour toi, il y a des moments où tu vas en lâcher trop, peut-être, sur certains trucs. Des fois, t'en perds énormément d'énergie sur des phases de conquête face à une équipe comme le Stade français. En mêlée, tu sais qu'ils vont puiser ton énergie, sur les ballons portés pareil, etc. Donc, je pense que c'est ce qui a joué aussi
dans la balance. Un peu comme Remco qui prend l'échappée au Liège-Bastogne-Liège alors que les autres sont restés dans le groupe principal. Je voulais te demander si tu avais regardé ça. Ouais, j'ai regardé en live. Je me suis régalé. Je sais que mais ça me fait penser à ça. L'énergie que tu utilises en faisant certains trucs et tout, derrière tu le payes un peu plus tard. Vous à Bordeaux, 60e, alors vous aviez fait un super match. Début de match. Beaucoup d'énergie lâchée et puis voilà, parmi les autres résultats, nous avons eu le Loup qui s'est imposé 26-21 face à Castres et le RCT qui a bien battu l'Aviron Bayonnais sur le score de 52-26. On va parler Coupe d'Europe, puisqu'on cite Toulon. Let's go. C'est les demi-finales donc de Champions Cup et de Challenge Cup ce week-end. L'un des gros matchs, bien sûr. Alors, on a l'Union Bordeaux-Bègles qui reçoit Basse, mais on a un Leinster-Toulon. Les Toulonnais qui ont fait des gros coups depuis le début des phases finales de cette Champions Cup. Et là, ils se déplacent chez un gros morceau. Tout simplement, est-ce qu'ils peuvent le faire ? Ouais, moi j'ai envie d'y croire. En plus, ce week-end, le Leinster a perdu contre Trévise, je crois, si je ne me trompe pas. Exactement. Et ils avaient mis une équipe costaud, en plus. Et comme quoi, tout est possible. Après, le Leinster, c'est quand même moins fort ces dernières années, si on se ment pas. Ouais. C'est quand même moins conquérant. Tu sens que ça vieillit un peu, etc. Mais que ça reste une équipe redoutable. L'Irlande du RC, je crois. Ouais. Bah, l'image de l'Irlande, tu sens que la génération arrive un peu à la fin et qu'il n'y a pas le renouvellement qu'il faut pour basculer. C'est plus le Leinster de l'époque. Je crois que le Leinster a gagné 4 années de suite l'URC. Enfin, c'était vraiment une équipe top. T'as raison de le dire, à l'image de l'équipe nationale. Par contre, attention, ils ont ce vécu pour moi. Ils ont l'expérience de cette phase finale. Bien sûr. Et ils vont jouer à domicile. C'est quand même, pour moi, une équipe. Moi, je les verrais plus en position de favori contre Toulon. Bien sûr, oui, ça, ils ont cette expérience. Ils sont chez eux, expérience collective, ça reste une équipe solide quand même, mine de rien. Là où les Toulonnais... Après, les Toulonnais, ils viennent décomplexer aussi. En plus, ils sont sur une bonne dynamique de victoires d'affilée ou 3 victoires d'affilée. Ouais. 3 maintenant avec le match. Mais ça va être compliqué, on en a tous conscience. Mais je pense qu'ils sont capables de faire un coup. Ils ont quand même des factories et des joueurs costauds quand même. Ah, puis ils retrouvent comment dire, collectivement une cohérence qui est vraiment importante. Quand tu vois devant à quel point ils sont solides, ils sont beaucoup plus resserrés qu'il y a quelques semaines. Défensivement, c'est plus sérieux. Offensivement, je pense à Ferté, il crève l'écran. C'est hyper impressionnant. C'est dans un match où tu te dis qu'est-ce qu'on a à perdre à aller jouer un gros match au Leinster, tu vas sans pression. C'est une demi. Ouais, c'est une demi. C'est une demi. Tu joues une demi dans un stade de fou contre le Leinster. T'es obligé de les jouer à fond. Et tu vois, tu le disais justement, quand t'arrives dans ce genre de match, même si de base, toi, tu parlais de la challenge, c'est pas un objectif. T'es pris par le truc de dire je peux aller chercher un trophée. Et puis attends, potentiellement, Toulon, ils sont capables de retomber contre Bordeaux. Pareil, tu sais jamais, tu vois. Ouais, bien sûr. Ils sont pas là par hasard, ils ont sorti Glasgow. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est vrai que les cartes sont rebattues parce que tu joues des demi, et une demi, c'est jamais écrit à l'avance, tu vois. En terrain neutre, vous auriez changé de favori ? Possiblement, franchement. C'est une bonne question. Moi, j'ai envie d'y croire. Je pense qu'ils sont capables d'aller gagner là-bas. Honnêtement. Donc tu les vois plutôt favoris ? Favoris, non, ils sont pas favoris, mais je pense qu'ils peuvent faire un coup, Ok. Honnêtement. Moi, je pense qu'ils peuvent faire un coup, mais je vois le Leinster favori. Oui, ça, c'est sûr. Je te rejoins. Mais en terrain neutre, j'aurais mis Toulon. Tu vois, avec la dynamique récente, etc., j'aurais mis... Là, il joue le match à Lyon ou à Bilbao. Je mets Toulon. Si c'est à Lyon, c'est pas trop terrain neutre. Non, mais bon, tu sais, des fois, les demi, elles sont définies. Enfin, à l'époque, c'était comme ça, ils définissaient des stades. Ah non, je dis n'importe quoi. Ça, c'est en top 14 que les stades sont définis pour les demi. C'est en top 14. Ah, je dis n'importe quoi. Cette année, c'est Vélodrome et Stade de France. Un mauvais stade. Stade de l'eau. Il y a, en plus, pour la petite info, il y a La Rochelle qui avait failli s'imposer là-bas pendant les phases de poule. Ouais. True story. C'est vrai. Qui avait perdu 24-25 là-bas. Ouais. Donc, 2 points à aller chercher, les gars, pour basculer devant. Leinster, c'est plus la même équipe, clairement. Ouais, c'est moins conquérant. Ouais. Mais elle a ce vécu, Gaël en parlait très souvent dans les podcasts, ce vécu aussi collectif. C'est quasiment le même effectif depuis des années. Ouais. Elle se connaît, elle est capable, dans ses temps faibles, de se retrouver, tu vois. Et c'est là où ça sera peut-être dangereux. UBB, Bath. Dernière fois que tu dis Bath comme ça. Même si c'est comme ça qu'on le dit. Moi de respecter les villes. Donc l'Union Bordeaux-Bègles qui affronte Bath ce week-end en demi-finale aussi. Donc là c'est à domicile. C'est à Chaban ou c'est au Stade Atlantique ? Stade Atlantique, je crois, pour la demi-finale. Il me semble que c'est Stade Atlantique pour la demi-finale. Qu'est-ce qu'on en pense de cette équipe de Bath ? Est-ce qu'elle n'est pas un poil sous-estimée ? Ouais, mais quand même sur le papier, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que quand même Bordeaux est bien au-dessus.
Bon, ce week-end, tu les avais annoncés, Basse, quand même. Ouais. Ils sont en demi, ils sont allés chercher une demi et tout. T'étais pas perdu. Je regardais un peu les derniers matchs de Basse, c'est quand même moins performant ces derniers temps. Moi, je suis d'accord avec toi. Non, rien, tu réagis pas des trucs, mais. Moi, non, je sais pas, c'est ta réaction. Ton non-verbal est tellement parlant que j'ai même pas envie de t'interrompre. Aucun souci. Moi, je suis d'accord avec Gaël. De toute façon, on avait annoncé quand même avec Gaël que l'UBB allait faire le doublé potentiellement. Avec en plus la piqûre de rappel qu'ils ont pris avec cette défaite ce week-end, je pense que ça arrange pas du tout Baf. Que du coup, ça sera dur. Au Stade Atlantique, Bordeaux, c'est quand même une sacrée équipe. Ça fait 2 ans qu'elle sort le Stade Toulousain. Les a battus aussi en top 14 à domicile. Je pense qu'ils sont galvanisés et puis c'est leur compète. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est leur compète là. Tu as fait un gros travail en sortant les Toulousains. En top 14, t'as pas encore les garanties de te dire ok, ça va être une très belle fin de saison. Je suis d'accord. Tu peux te titrer potentiellement en 2 matchs. Double champion d'Europe. Ce serait énorme. Là, tu t'installes dans une mais case. Mais quand même, faut pas les sous-estimer parce que Basse, comme tu le dis bien. Tu le dis si bien, je pense qu'avec un Finn Russell en feu, ils peuvent faire de la magie aussi. Donc il faut rester vigilant parce qu'il y a quand même un sacré joueur en face. Basse, c'est gros porteur, grosse mêlée. Il y a des airs un peu des Montpellierins. Est-ce que justement, c'est pas la meilleure inspiration qu'ils puissent avoir les Anglais avant d'affronter le bébé ? Ça défend moins bien. En Angleterre, je trouve il y a des écarts. Il y a eu un match week-end encore 60 à 50, je sais pas combien. Et je trouve que ça défend moins bien en Angleterre ces derniers temps. Donc ils ont intérêt à bien défendre parce que sinon ils vont prendre. Ouais, mais puis je pense que Bordeaux va pas du tout appréhender ce match de la même manière que ce week-end. Tu vois, là, c'est le top 14, il reste encore des matchs, ils sont peut-être encore dans les calculs, tu vois. Bon, même s'ils avaient mis la grosse équipe, là, c'est la demi. Tu peux pas passer à côté. T'as sorti le Stade Toulousain, tu te fais sortir en demi. C'est une aberration, tu vois. Donc pour le coup, en plus avec le public qui va pousser, moi je les vois largement favoris. Il y a Alexis qui dit un truc intéressant aussi, dans mes oreilles, je vous le dis. Il dit aussi que c'est une réalité, l'arbitrage en Coupe d'Europe favorise aussi beaucoup l'attaque. C'est vrai. Et ça peut favoriser une équipe comme l'UBB qui est très joueuse, qui propose énormément de choses offensivement. Avec un Damien Penaud en 13. Ouais, après attention, je pense que Basse va regarder le dernier match de Bordeaux ce week-end. À mon avis, ils vont s'en inspirer. C'est clair. Ils vont essayer de les piéger sur ça. Donc je pense que Yannick Bru le sait. Il va bien bosser pour essayer de contrer tout ça. Mais ça va être un bon match. Franchement, il me tarde ce week-end. L'un des autres beaux matchs aussi, c'est dimanche 13-30, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est Montpellier contre les Newport Dragons. Je suis à ça de renverser tu l'as bien fait. Je suis à ça de renverser la table. J'ai forcé l'accent texan exprès, c'est le mec. C'est une belle occasion, on en parlait pour les Montpellierins aussi, de se titrer. Est-ce que c'est un match piège pour le MHR ? Ouais, parce que les Dragons ont sorti le Stade Français. Pas dans un grand match, mais effectivement. Ouais, mais quand même, c'est une demi pour eux aussi. Je vois Montpellier favori, mais Newport a plus grand chose à jouer, si je dis pas de bêtises à part ça. Donc ils vont jouer le match de leur vie. Attention. À domicile quand même pour le MHR. Ouais, je vois le MHR gagner. Moi aussi. J'ai pas trop de doutes. Mais effectivement, c'est pas si cata en face. En fait, c'est pas. Je sais pas, ce sera une formalité. Normalement, si tout se passe bien, le MHR gagne ce match. Mais d'ailleurs, si ça gagne, potentiel final face à l'Ulster ou à Exeter. Donc quand même deux équipes un peu plus solides. On les avait en challenge, c'est costaud quand même. Ouais, vous les avez joués à Paris, justement, à Créteil. Et c'était pas simple, on a fait match nul d'ailleurs. Donc, tu penses qu'il y a une équipe qui peut les faire déjouer ? Ils peuvent les faire douter, ça c'est sûr. Ils ont des qualités, ils sont très 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 précis en défense. Et nous, contre nous, on n'arrivait pas passé, quoi. C'était un truc de dingue. Et j'avais dit, et le coach de la défense est venu au Racing, on a beaucoup discuté, il a une belle vision de comment il faut défendre. Donc quand même favori pour la fin de la challenge, le MHR ? Oui, je pense. Ouais, je les vois. Au vu de ce qu'ils montrent, c'est ça. Ça voudrait dire qu'on a potentiellement 2 clubs français double champions d'Europe sur les 2 compétitions. Ça montre aussi le niveau de notre top 14 qui est juste ahurissant. Ouais, c'est clair. Et le niveau de tout simplement du vivier français, de tous les joueurs qu'on a. Ça, c'est dingue. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on se rende compte la chance qu'on a d'avoir un championnat. Je parle du top 14, je parle de la Pro D2 qui a autant de bons joueurs. Et on voit qu'on est... Je dis pas qu'on marche sur l'eau sur les compétitions européennes, mais sincèrement pas loin. Un exemple qu'on peut prendre dans cette idée-là,
l'USAP galère en top 14, gagne pas un match là dans le début de saison, et leur première victoire, elle tombe en challenge. Ou une des premières, je sais pas s'ils en avaient pas déjà eu une avant, mais une des premières, ça arrive en challenge, et derrière, ça bascule. Mais parce que, au niveau européen, bon exemple, merci. Au niveau européen, c'est vrai qu'on a quand même, tu vois, même une équipe qui est en difficulté en top 14, elle est capable de faire basculer des matchs pour elle au niveau européen, et je trouve ça assez dingue. Il y a eu ce week-end, bien évidemment aussi, le 15 de France féminin qui a reçu à Clermont, dans le stade Marcel Michelin, avec du monde, 16 000 personnes, je crois. C'était magnifique. L'ambiance, etc. T'as vu le match pour les matchs bleus. Hein. Ouais, mais l'annonce de la composition repris a cappella, c'était exceptionnel. C'est cool de voir autant de monde. Clairement, une terre de rugby féminin de ouf, donc c'était super. Avec la SM Romagna, qui est une très belle équipe, notamment. Troisième victoire bonifiée en 3 matchs. Victoire 26-7 face à l'Irlande. Deuxième adversaire le plus redoutable, avec bien évidemment les Anglaises, dont on a déjà parlé. Mais moi, je suis encore très frustré de ce match. Serré à la mi-temps, 7-7. Ouais, comme au Pays de Galles, mais surtout, tu bascules avec 10 pénalités à la mi-temps. Des moments où tu as des cartons et tout. Ça a été assez dingue. Beaucoup mieux en deuxième, mais encore une fois, et c'était le sujet, c'est exactement la crainte que je vous avais relevée la semaine dernière. Je dis, si on fait la même première mi-temps face aux Anglaises, on bascule, on est 30 points derrière à la mi-temps. Et c'est rideau. Et tout le monde fait la gueule au Stade Atlantique, tu vois. Je comprends pas. C'est sûr que contre les Anglais, si elles élèvent pas leur niveau de jeu, ça va être très très compliqué. En fait, c'est surtout d'avoir le visage que tu as en deuxième mi-temps, parce que en deuxième mi-temps, tu redomines tes collisions, ta discipline est mieux, tes timings de soutien sont mieux. Et là, à partir de là, c'est pas la même chose, quoi. T'as tes joueurs cadres aussi qui haussent leur niveau, tu vois. Moi, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que l'équipe de France est pas déjà à 80% dans sa tête sur l'Angleterre, tu vois. Et qu'elles savent qu'en haussant le curseur dès la mi-temps, petit à petit, elles vont prendre l'ascendant sur les autres équipes. Tu vois, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est ça. Il y a cette appréhension de début de match. Elles sont au-dessus. Pour l'instant, tu vois, quand c'est pour ça que c'est frustrant en place. Mais bien sûr que c'est frustrant. T'as 40 minutes, tu te dis, mais on met pas un pied devant l'autre, on se fait bouger, on est en retard, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est ce point où je me dis, j'espère voir autre chose le week-end prochain, ou au moins parce qu'en fait, je pense que l'aspect le plus frustrant de cette équipe pour le moment, c'est que elles en sont capables. Tu vois, c'est pas comme clairement. Si tu dis elles peuvent pas, c'est fini. Deuxième mi-temps, à un moment, c'est fluide, c'est rapide, la vitesse, les espaces, de la fluidité, tu te mets plus à la faute. Tu vois aucune amélioration entre le Pays de Galles et l'Irlande ? En vrai, si, parce que déjà l'adversaire était quand même meilleur. Les Irlandaises, elles sont venues, elles avaient quand même des choses intéressantes à proposer. Elles nous avaient posé problème à la Coupe du Monde aussi. C'est quand même une belle équipe, une équipe qui monte de manière assez intéressante. J'ai envie de dire si, parce que on a eu encore plus de maîtrise dans les moments où il en fallait. Mais moi encore, ces premières 40 minutes, ça me gêne. Ça me gêne. Par contre, il y a des joueuses qui sont très intéressantes. Féléou au centre, qui t'amène un profil très percussion. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Avec l'absence de Vernier notamment. La talonneuse qui fait 29 plaquages, si je dis pas de bêtises. Tu vois, c'est... ça charbonnait. Non. Ça, c'est sûr. Bon, messieurs, question YouTube. Allez, on y va. Waouh, les gars, alors là, Sacha va devenir fou. Ah bon ? Il y a Rugby Analyst 1 qui a envoyé un message. Great episode. Look forward to seeing Gaels 50-22 before the end of the season. Ça veut dire, j'ai hâte de voir un 50-22 de Gaël avant la fin de l'année. Parce que vous savez quoi ? Il y a des gens qui nous regardent de l'étranger avec la traduction automatique YouTube. Il y a des Sud-Africains dans les commentaires et tout, c'est incroyable. C'est génial. C'est génial. C'est top. On va peut-être pas trop donner non plus de on va commencer à quelques jours des matchs, on va commencer à mentir dans les podcasts. On va pas tout leaker. Donc je traduis quand même le reste de la... On va tout leaker. Je traduis quand même le reste de la question, parce que sinon ça va être horrible juste de faire de l'anglais. Question pour la prochaine fois. Virimi Vakatawa est de retour et joue en Super Rugby et sort de belles performances avec un S. Est-ce que Gaël et Sacha ont des histoires à raconter à son sujet, parce qu'ils ont joué avec lui, et est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui ? La qualité de la traduction en direct, quand même, vous notez. C'est beau, c'est beau, ça fait plaisir en tout cas. Moi, j'étais très proche de Virimi, on a été en chambre ensemble pendant 4 ans, je pense. Donc je suis resté très proche, je lui ai écrit, je l'ai félicité quand il a signé au Fidjian droit, j'étais très content pour lui, il a été papa aussi une deuxième fois, donc c'est super. Je sais qu'il a vraiment retrouvé un équilibre, il a ce bonheur, il a cette envie de jouer. Pour lui, c'était un crève-cœur
d'être interdit par rapport à ça. Il y a une grosse concurrence quand même au Fidjien droit. Donc surtout sur ces postes-là. Ouais, exactement. Donc il est en train petit à petit, sortie après sortie, de montrer de plus en plus de belles choses. Il a un talent inné. Moi, je pense que c'est un des meilleurs joueurs avec qui j'ai eu la chance de jouer. Il était capable de tout faire. Là, il était sur l'eau. Moi, avec vous, il marchait sur l'eau. C'était hallucinant. En fait, c'était prise de balle. C'était 80% de l'équipe. Il prenait le ballon. 90. Tu te mettais derrière et t'attendais la balle. C'était une prise de balle. Et tu te disais, alors, ça va être un offload ou un essai un offload qui fait l'essai ou un essai directement. Tu joues à 7, il était capable de monopoliser 3 défenseurs. C'est que nous, notre plan de jeu, je peux le dire maintenant, on faisait du large. Et d'un côté, on avait Pierre-Gilles Lacafia qui cassait des bouches qui étaient solides. Et de l'autre côté, sur les retours, on avait Virimi. Et moi, j'étais avant-dernier, donc à chaque fois, je lui faisais la passe. Je venais dans son axe, j'attendais de redoubler un truc. Combien d'essais j'ai marqué grâce à lui. C'était le Factor X, il était craint de toutes les équipes. Il a fait des matchs à 7 qui étaient, mais je disais, mais je joue avec un dieu. Et après, mentalité assez fidjienne, tu vois, un mec aussi discret, réservé, qui voulait pas montrer ses faiblesses. Je me rappelle, il avait des grosses douleurs au genou, il refusait de se strapper. Et je disais, mais pourquoi tu te strappes pas? Il dit, les mecs, c'est à 7, tout le monde vit ensemble, etc. Il dit, les mecs, s'ils voient que je suis strappé, ils vont essayer de m'attaquer ici. Et donc, en fait, il se strappait pas, il voulait pas montrer qu'il pouvait avoir des douleurs, etc. Et bon, il était énorme. Donc, ouais, c'est un joueur exceptionnel. Je sais pas si vous vous souvenez du crochet qu'il avait mis à Pablo Matera. Il me fait la passe et je marque après. Il se fait la cheville. Il avait une capacité de pouvoir mettre un step, s'arrêter et repartir très rapidement. Et ça, c'est quand même très rare. C'est très dur. Franchement, joueur de dingue qui, je disais pour rappel, qui avait des anomalies cardiaques, je crois que c'est comme ça que ça avait été décrite, qui rentre pas dans les critères pour être éligible à jouer au niveau professionnel en France. Ce qui fait qu'il était parti à Bristol, c'est ça, c'est Bristol, dans 2 ou 3 ans. Ouais, exactement, dans un premier temps. Et là, Fidjien droit, donc Super Rugby actuellement pour Virimi Vakatawa, qui laisse un souvenir chez les supporters qui est à chaque fois dingue. Mais après, quel joueur c'était aussi. Il a quand même été le Factor X de l'équipe de France pendant des années ans, aussi. On était la paire de centre pendant 4 ans et il a martyrisé un paquet d'équipes. Et on a Antoine. Qui a une autre question pour nous, qui nous dit au top l'émission. Est-ce que nos spécialistes peuvent nous dire si les pros pensent à leurs statistiques quand ils jouent, s'ils se fixent des objectifs par rapport aux stats, nombre de plaquages, de défenseurs battus? Et au passage, j'ai toujours admiré Gaël pour sa faculté à mettre ses coéquipiers dans le bon espace. C'est gentil, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'il y en a qui y pensent. Moi, je ne l'ai jamais fait, honnêtement, je ne pense pas à ça. Mais je sais qu'il y a des joueurs qui aiment bien les stats, ils se disent... faut que je fasse tant de plaquages si je veux être le meilleur plaqueur de la semaine. C'est important. Et je pense qu'il y a des joueurs qui y pensent énormément et de plus en plus. Et je pense que la nouvelle génération elle est tellement formatée aujourd'hui à la data, aux stats, etc. Donc, ils poussent à mort. Après, moi, je ne l'ai jamais vu comme ça. Donc, personnellement, en tout cas, moi, non. Et toi, Sacha? Non, tu te doutes, sinon, je n'aurais pas marqué 4 essais. Il aurait marqué un peu plus. Ou alors, j'aurais été en dépression pendant longtemps. Non, je n'étais pas du tout comme ça non plus. Moi, j'aimais pas trop même la data, tu vois. Moi aussi, je suis pas fan de ça. Les trucs de faire tant de bornes aux entraînements, même si aujourd'hui, ça aide, etc. J'ai jamais été trop sur ça. Après, il y a des joueurs qui pensent. Il y a une belle interview de rugby physio avec Baptiste Delaporte, justement. Je sais pas si vous l'avez vu passer, qui est super cool par rapport à ça, où justement, il dit que pendant un moment, il l'a regardé, et puis au bout d'un moment... connais, tu sais ce que t'apportes aussi à ton équipe. Moi, je comptais pas le nombre de ballons que j'étais capable de dévier. Tu sais quand tu fais une bonne action, tu sais ce que ça va aider. Mais par contre, je trouve que t'as des postes, notamment les ailiers, tu vois. Les ailiers, c'est des finisseurs, ils ont besoin de marquer. Ils ont besoin de marquer. C'est comme les buteurs, c'est pareil. Et donc, je sais que t'as des ailiers qui sont assoiffés par ça et qui ne pensent qu'à ça, tu vois. Les stats, tu vois, par exemple, t'as Vainicolo. Vainicolo, ils sont contre-fous de finir meilleur marqueur du championnat. Quand il a joué Montauban, il a fait 2 ou 3 passes dans l'embut. Tu vois, t'as des mecs aussi un petit peu plus individualistes et t'en as d'autres sur le collectif. Gaël fait partie de ces joueurs qui sont là aussi pour faire briller, pour mettre dans les bons espaces, avoir la bonne gestion, le bon tempo. Moi, je pensais pas non plus à ça du tout. Et les staffs? Est-ce qu'il y a des staffs qui font des retours spécifiques sur de la data, par contre? Ils sont obligés de regarder la data. Ils se nourrissent de ça. Donc, en fait, c'est leur outil de travail. Donc, ils s'en servent. Nous, je sais que, par exemple, en défense, Djuro Kosoko met en avant ceux qui ont fait le plus de plaquages. Pour dire, voilà, eux, c'est des mecs importants pour nous parce qu'ils travaillent pour l'équipe, tu vois. Donc, c'est une façon de travailler aussi. Après, il n'y a pas que ça. Il y a la communication, il y a plein de trucs qu'on voit pas. Et il y a des joueurs, ils font moins de plaquages, etc. Mais ils sont toujours bien placés, ils annoncent les bonnes choses. Et ça, c'est hyper important.
Pareil. Ouais, pareil. Et A7 aussi, tu vois. Ça, surtout A7, par exemple, est-ce que la data est importante aussi à ce A7, on a commencé avec la data à l'époque. On a été, je pense, les premiers, par exemple, à mettre des montres du sommeil. On avait fait des grosses études sur les montres du sommeil. On dormait sur nos tournois, sur nos jours off aussi. Donc, ça prend tout. Tu vois, tu peux pas dire sur des semaines un peu tranquilles, j'ai été sage, alors qu'en fait, tu t'es couché à 4 heures parce que ça se voyait sur la montre, tu vois. Donc, il y a eu beaucoup de data comme ça, avec les GPS notamment, qui étaient regardés pendant les matchs. Pareil, sur les piqûres, sur le lactate, les piqûres de sang pour savoir. Tu vois, on a été hyper en avance sur tout ça. Moi, ça fait. C'est Gressier qu'on voit faire ça beaucoup sur les réseaux actuellement. Le coureur, c'est ça, exactement. Nous, moi, je faisais ça il y a 10 ans, quoi. Ouais. Il y a 10 ans, on arrivait tous les lundis matins. Le vendredi, c'était côte. Donc, on avait 2 jours de récupération. On devait enchaîner des sprints sur Wattbike du 6-24. Je sais pas si t'en as fait 6-24. T'en répètes. On en fait encore, d'ailleurs. 6-24, c'est horrible. 6 secondes d'effort, 24 secondes de récup, mais t'enchaînes ça. Et tu dois faire ça 2 fois, 6 fois. Et c'est pleine balle. Et en fait, à la fin, on faisait des piqûres de lactate pour savoir comment ton corps était capable. Donc, il y avait des trucs très intéressants. Ça te permettait d'adapter aussi sur tes profils. Ouais, toi, tu vas être un mec qui va être endurant. Toi, t'es plus sur le profil fibre rapide, donc plus sprinter. Il faudra qu'on te ménage peut-être à certains moments. Sur des actions longues, te sortir rapidement. Mais c'est vrai que la data, moi, je l'aime bien quand elle va pas trop loin. Enfin, quand elle est pas non plus... c'est pas le centre du truc. C'est pas le seul argumentaire, quoi. Parce qu'il y a des coachs, ils font que ça. Il y a la data, ils te disent, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Mais est-ce que j'ai servi à l'équipe? Est-ce que j'étais bien placé? Est-ce que j'ai communiqué, etc. Et ça, c'est un truc, c'est pas des chiffres, c'est la communication que tu as sur le terrain. Moi, je vais te raconter une anecdote qui est rigolote, mais quand on s'entraînait avec vous, tu te rappelles, sur la période du 6 Nations Covid, on avait tellement on regardait tellement ça à un moment donné, que nous, quand ça perçait à l'aile opposée, on faisait des sprints alors qu'on n'allait pas avoir le ballon. Le ballon était déjà à 30 mètres devant. Pour augmenter les datas. On faisait des sprints pour augmenter les datas parce qu'il fallait qu'on soit dans les trucs. Et tu vois, t'en viens à faire des trucs bêtes, tu vois. Alors tu travailles physiquement, mais moi je trouve que, je préfère rester à la fin, me faire des répétitions de sprint parce que j'en ressens le besoin et pas parce qu'il faut que je le fasse, tu vois. Donc moi sur ça, j'étais peut-être un peu vieux con, peut-être, je sais pas. Eh bien messieurs, merci beaucoup. On est un peu pareil. Moi je vois les choses comme ça aussi. Et ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr, à tous les réseaux de Rugby Confidentiel, à noter sur les plateformes d'écoute, à liker si vous êtes sur YouTube. Bref, tout ce qu'il faut partager, envoyer à votre oncle, à votre tante, à qui vous voulez les épisodes qui puissent profiter aussi. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode jusque-là. Merci aux équipes, bien évidemment. Merci à Alexis, @amour du rugby sur les réseaux, et aux équipes de Nouvelles Écoutes qui nous aident à beaucoup de choses. Merci Juliette. Et merci Juliette aussi, entre autres, qui est juste là. On voit pas Juliette directement, qu'on voit pas à la caméra. Mais voilà, merci à tous et à toutes. Passez une belle journée, une belle soirée, peu importe quand vous écoutez ça, en voiture peut-être si vous allez travailler, ou certains qui courent des marathons avec nous dans les oreilles. Voilà, prenez soin de vous. Ciao, ciao.